Tu t'es déjà demandé ce qu'il y a dans la poche d'un kangourou? Peut-être qu'ils gardent un goûter pour plus tard? Peut-être que c'est pour leur clé de maison? Ou peut-être qu'ils transportent des gens au travail tous les jours avec un petit boulot à temps partiel? En résumé, les kangourous utilisent leur poche pour transporter leurs petits, ou joey. Ils ont besoin de la poche car, après une courte période de gestation pouvant aller jusqu'à 36 jours, le bébé joey naît et rampe dans la poche pour poursuivre son développement, à l'inverse des autres mammifères. Une fois qu'il est né, il a la taille d'un bonbon. Bien qu'il soit sourd et aveugle, il a aussi un sens aigu de l'odorat et trouve son chemin à travers la poche chaude et protégée. Le joey va ensuite s'attacher à sa mère pour boire du lait qui lui donnera les nutriments nécessaires et à partir de là, il va vivre, grandir et se développer pour affronter le monde extérieur pendant les 4 à 6 mois suivants. Une fois que le joey s'est suffisamment développé, il peut quitter la poche et étirer ses pattes pour s'adapter au monde extérieur. Mais il retournera se nourrir à l'intérieur de la poche pendant encore 6 à 12 mois. Ces délais varient en fonction des types d'espèces de kangourous. Il existe 4 types différents. Le kangourou rouge, le plus grand de tous les kangourous et de tous les animaux terrestres d'Australie, se trouve partout sur le continent, mais généralement dans les déserts et les prairies ouvertes. Surnommé le Grand Rouge, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 90 kg. Le gris oriental est surtout typique des côtes orientales. Ce sont les deuxièmes plus grands, avec une taille de 1,50 m et un poids pouvant atteindre 80 kg. Le kangourou antilope, le plus petit des 4, se trouve dans les régions tropicales de l'extrême nord. Il mesure jusqu'à 1,50 m et peut peser jusqu'à 50 kg. Et enfin, tu trouveras le gris occidental dans les régions sud-ouest et sud du continent, pesant jusqu'à 54 kg et mesurant jusqu'à 1 mètre. Quelle que soit leur taille, leur capacité la plus notable est de bondir en avant dans un mouvement de rebond pour couvrir de grandes distances. Le Grand Rouge peut ainsi franchir jusqu'à 9 mètres en un seul bond. Bien que ce qui rend le kangourou si unique ne soit pas rare en Australie, il partage des traits évolutifs avec d'autres classifications de macropodes. Les wallabies, les wallarous, les kokas et les paddis-melons sont des cousins éloignés du kangourou, avec plusieurs espèces dans chaque classification. Ils sont tous de tailles différentes et vivent dans des zones uniques auxquelles ils se sont adaptés en Australie et en Nouvelle-Guinée. Bien que les marsupiaux aient jadis également vécu dans le reste du monde, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Les plus anciens fossiles de marsupiaux ont été trouvés en Amérique du Nord, mais il est clair que les marsupiaux se sont lentement frayé un chemin vers le sud, en passant par l'Amérique latine, l'Antarctique et finalement l'Australie. Bien sûr, nous gardons à l'esprit que c'était à l'époque où ces continents étaient encore tous attachés. Et une fois arrivés en Australie, ils se sont rapidement adaptés sans la concurrence des autres mammifères. D'autres mammifères ont également atteint l'Australie à peu près à la même époque, comme la famille des chauves-souris et celle des rongeurs. Pas étonnant que les souris et les rats aient réussi à atteindre l'Australie avant les humains. Bien que le climat de l'Australie ait été très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, les marsupiaux se sont rapidement adaptés à ces changements. Il y a eu un débat sur le fait que les caractéristiques uniques des marsupiaux étaient mieux adaptées aux changements radicaux de climat que les autres mammifères. La période de gestation plus courte permet à leurs petits de se nourrir de lait beaucoup plus tôt. Le lait des marsupiaux présente des facteurs de croissance et d'immunité supérieurs à ceux des autres mammifères, ce qui pourrait être bénéfique pour survivre dans un environnement plus rude, raison pour laquelle les marsupiaux sont plus nombreux en Australie. Le kangourou s'est manifestement adapté au fil du temps. Le succès de leur adaptation se reflète dans leur population actuelle d'environ 40 millions d'individus en Australie, dépassant facilement la population humaine. Cela dit, leur forte présence n'est pas entièrement liée à leurs atouts physiques, mais il est principalement dû à l'absence de prédateurs. Le dingo, le mammifère, a migré vers l'Australie il y a environ 8000 ans, mais son nombre est contrôlé dans la majeure partie de l'Australie. Et puis, il y avait aussi le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie, qui a lentement disparu du continent depuis l'arrivée de l'homme il y a environ 50 000 ans. On estime qu'il a complètement disparu il y a environ 4000 ans, permettant aux marsupiaux comme le kangourou de prospérer.
L'aspect fascinant du thylacine est qu'il fournit un excellent exemple d'évolution convergente. Il s'agit du processus par lequel des animaux qui ne sont pas étroitement apparentés développent des caractéristiques similaires de manière indépendante. Le thylacine et le loup gris viennent de régions totalement différentes de la planète et n'ont qu'un ancêtre commun, qui existait il y a au moins 160 millions d'années, et pourtant ils ont évolué de manière similaire. D'autres marsupiaux entrent dans la catégorie de l'évolution convergente. Le marsupial planeur à sucre, qui ressemble à l'écureuil volant de la famille placentaire, la souris sauteuse, qui ressemble au rat kangourou d'Amérique du Nord. Il existe des types de marsupiaux et d'autres taupes. Le diable de Tasmanie ressemble à la hyène et au carcajou, et le wombat a de nombreuses ressemblances avec la marmotte. Les possums et leurs cousins l'opossum, en Amérique du Nord, ont évolué pour avoir des pouces opposés, une caractéristique que l'on retrouve chez les primates. Les hérissons et les porcs-épics, des mammifères qui n'ont aucun lien avec l'Australie, ont leurs propres épines, mais elles sont proches de celles de l'échidné. L'échidné est un mammifère complètement différent et ce n'est pas un marsupial. Il appartient à l'ordre des monotrèmes. L'échidné est l'un des 2 derniers mammifères de l'ordre des monotrèmes, échidné et ornithorynque. Contrairement aux autres mammifères, les monotrèmes ne donnent pas naissance à des bébés vivants, mais pondent des œufs dont le petit éclot 10 jours seulement après la ponte. Mais comme tous les autres mammifères, ces derniers boivent le lait de leur mère. Un autre exemple d'évolution convergente est celui du koala, qui a évolué pour avoir des empreintes digitales comme les primates. Le koala s'est adapté grâce au réchauffement du climat en Australie. Lorsque le climat est devenu plus sec, la faune a nettement changé sur tout le continent. Les eucalyptus sont devenus plus importants car ils s'adaptaient plus facilement au climat plus sec. Plus de 70% des forêts indigènes d'Australie sont actuellement constituées d'eucalyptus. Les feuilles d'eucalyptus, ou feuilles de gomme, sont pauvres sur le plan nutritionnel. Leur valeur nutritionnelle est si faible qu'elle ne devrait pas constituer le principal régime alimentaire. Mais les koalas ont profité de cette nourriture que personne ne voulait et se sont adaptés au fil du temps. Aujourd'hui, ils ne mangent plus que cela et se gavent jusqu'à 6 fois par jour. Cela leur permet de dormir jusqu'à 20 heures par jour. Mais bien qu'ils dorment beaucoup, ils sont en parfaite sécurité en haut des eucalyptus. Le monde animal en Australie est aussi étrange que diversifié, mais même les indigènes de ce pays ont leur propre légende qui le rendent encore plus bizarre. Les indigènes australiens ont des histoires de leurs rêves, qui leur parlent d'animaux étranges qui ont existé. L'un de ces animaux mythologiques était le bunyip. Il a été décrit dans les contes comme une bête qui se cachait dans les marécages, les rivières et les lacs. Bien qu'il soit communément connu sous le nom de bunyip, il est également appelé de divers noms dans le pays. Avant l'arrivée des Européens en Australie, il existait en effet environ 250 langues au sein de la population indigène. Chaque langue a une histoire similaire d'une bête qui vivait dans l'eau, ce qui a toujours constitué un appui pour expliquer aux jeunes enfants qu'il faut faire attention avec les marais et les rivières. Voici les différentes formes du bunyip: écaille, fourrure ou plume, de la taille d'un chien à celle d'un bison. Certains ont une apparence incroyablement étrange, mais d'autres ne sont pas très éloignés d'animaux réels comme le crocodile. La création de créatures mythologiques comme le bunyip s'est probablement faite à partir d'ossements et de fossiles d'animaux existants. Par exemple, en Europe, on soutient que les histoires de dragons sont probablement nées de la découverte de fossiles de dinosaures. Les fossiles sont logiquement les sources probables des histoires autour des infâmes bunyip, des animaux de la période de la mégafaune qui, il y a environ 2,5 millions d'années, a connu les plus grands de tous les animaux. Cette période s'est terminée il y a environ 20 000 ans. Des variantes du bunyip coïncident avec des animaux qui ont vécu pendant cette période. Le thylacoleo, également connu sous le nom de lion marsupial, était un marsupial carnivore grand et puissant. Le diprotodon, qui ressemblait à un wombat géant, pesait 2700 kg et mesurait 3 mètres de long. Une autre version était celle d'un bunyip à bec couvert de plumes apparenté au Dromornithidae, un grand oiseau de 3 mètres de haut. Chacune de ces versions date d'une époque où la mégafaune était plus commune et où les humains ont vécu parmi eux pendant une courte période. Bien que l'ère de la mégafaune en Australie soit révolue depuis longtemps, il existe encore des animaux qui se sont adaptés aux évolutions climatiques et géographiques, assèchement du continent, introduction de nouvelles espèces et même une autre implication des humains. Les 4 kangourous, le kangourou rouge, le kangourou gris oriental, le kangourou gris occidental et l'antilope, sont ainsi tous des rappels vivants de l'ère de la mégafaune.